Cette propriété revient à la famille par le sang. Faites vos valises et partez. La voix de Raymond résonna dans mon salon alors que je me tenais dans l'embrasure de la porte, portant toujours ma robe de deuil noir de la veille. Je le regardais en silence, stupéfaite, tandis qu'il ordonnait à ses fils de sortir le fauteuil ancien de ma grand-mère, celui où Marc aimait s'asseoir pour lire son journal du soir. « Vous n'avez aucun droit d'être ici », dis-je doucement, ma voix ferme malgré le chaos qui se déroulait devant moi. Raymond se tourna vers moi, son visage buriné déformé par la satisfaction. « Aucun droit. C'est une propriété familiale, ma petite. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Marc est parti maintenant, et tu n'es pas du même sang. C'est aussi simple que ça. Je suis Camille Dubois, 37 ans, et jusqu'à hier, je pensais comprendre ma place dans ce monde. Pendant 8 ans, j'avais été mariée à Marc Dubois, une âme douce qui travaillait comme vétérinaire ici à Tours, France. Nous avions bâti ce que je croyais être une belle vie ensemble dans la maison bourgeoise que son grand-père lui avait laissée. Mais en regardant les autres fils de Raymond, Gérard et Thierry, transporter mes affaires vers la porte d'entrée, je réalisais à quel point j'avais été naïve quant au vrai sentiment de sa famille à mon égard. Le matin suivant l'enterrement de mon mari, j'étais rentrée de chez ma sœur pour trouver les serrures changées et les hommes du bois traitant ma maison comme leur entrepôt personnel. Raymond se tenait au centre de tout, orchestrant le déménagement de ma vie comme si je n'étais rien de plus qu'une locataire temporaire dont le bail avait expiré. Marc ne voudrait pas de ça, murmurai-je, mes mains tremblantes en les regardant empiler négligemment mes photos de mariage sur le porche. Marc est mort, claqua Raymond. Et il était trop tendre de cœur quand il s'agissait de toi. Nous lui avons dit dès le début que tu n'en avais qu'après l'argent de la famille, mais il n'a pas voulu nous écouter. Eh bien, cette mascarade est terminée maintenant. Les mots me frappèrent comme des coups physiques. 8 ans de dîner de famille où j'étais tolérée mais jamais la bienvenue. 8 ans de conversation qui s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. 8 ans à être traitée comme une étrangère au rassemblement de la famille de mon propre mari. J'avais tout enduré parce que Marc me l'avait demandé, parce qu'il croyait que sa famille finirait par changer d'avis. Gérard apparut à côté de son père, soufflant lourdement après avoir déplacé des meubles. La plupart de ses affaires sont dehors, papa. Et pour les choses de la cuisine ? Prends ce qui a de la valeur, laisse le reste, répondit Raymond sans même me regarder. Elle a jusqu'au coucher du soleil pour récupérer ce que nous ne voulons pas, tandis que je me tenais là, les regardant démanteler ma vie, quelque chose de froid s'installa dans ma poitrine. Il m'avait complètement sous-estimé, comme il l'avait toujours fait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Marc ne les avait jamais sous-estimés du tout. Ma relation avec la famille Dubois avait été tendue dès le début. Quand Marc m'avait présenté à ses parents il y a 8 ans, l'accueil fut glacial, au mieux. J'étais infirmière issue d'une famille de classe moyenne, quelqu'un qui avait travaillé dur pendant ses études et gagné tout ce que j'avais. Pour Raymond et sa femme, Patricia, j'étais clairement en dessous de leur fils vétérinaire, issu de 3 générations de propriétaires terriens. Elle est très pragmatique, avait dit Patricia ce premier soir, son ton le faisant ressembler à une maladie. J'aidais à débarrasser la table pendant que Marc parlait à son père de l'extension de la clinique vétérinaire. Je suppose que c'est important dans votre métier. Les pics subtils continuèrent tout au long de nos fiançailles et de notre mariage. Il ne manquait jamais une occasion de mentionner les filles de leurs amis, des jeunes femmes qui avaient fréquenté des grandes écoles privées et venaient de familles établies. Lorsque Marc et moi avons annoncé nos fiançailles, la première question de Raymond ne portait pas sur notre bonheur, mais sur le contrat de mariage. Vous comprenez, Camille, que la propriété familiale a été transmise de génération en génération, avait-il dit lors de ce qu'il appelait notre discussion prénuptiale. La maison, les terres, la clinique. Ces choses restent dans la lignée sanguine. Marc est jeune et romantique, mais les affaires sont les affaires. Marc s'était senti mal à l'aise pendant cette conversation, se tortillant sur sa chaise à côté de moi. Papa, nous n'avons pas besoin d'en discuter maintenant. En fait, si, continua Raymond. Camille semble être une fille sensée. Je suis sûre qu'elle comprend l'importance de préserver l'héritage familial. J'avais hoché la tête poliment, ne voulant pas créer de problème à Marc, mais à l'intérieur, je bouillais.
La façon dont Raymond parlait de moi comme si j'étais une croqueuse de diamants complotant pour voler leur précieux héritage me donnait la nausée. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que je n'avais jamais voulu leur argent ou leur propriété. J'étais tombée amoureuse de Marc à cause de sa gentillesse, de son dévouement à soigner les animaux et de son esprit doux. Mais Marc voyait comment sa famille me traitait. Il remarqua la façon dont les conversations devenaient forcées quand je les rejoignais, comment les invitations aux fêtes s'accompagnaient de suggestions subtiles que je préférerais peut-être travailler ce jour-là. Il observait sa mère réorganiser les places au dîner de famille, de sorte que j'étais toujours placée à l'extrémité de la table. Plus important encore, il entendait les commentaires qu'il faisait quand il pensait qu'il n'écoutait pas. « Mon fils, tu pourrais faire tellement mieux », avait dit Patricia un dimanche après-midi alors que j'étais dans la cuisine. J'entendis chaque mot à travers les murs fins. Cette fille est assez gentille, je suppose, mais elle n'est pas de notre genre. Marc m'avait défendu ce jour-là, sa voix ferme. Maman, Camille est exactement mon genre de personne. Elle est attentionnée, travailleuse, et elle me rend heureux. Ça devrait suffire. Le bonheur est merveilleux, mon cher, mais la compatibilité compte aussi. Pense à tes enfants, à ton avenir. Ne veux-tu pas quelqu'un qui puisse vraiment faire partie de cette famille ? La conversation s'était arrêtée là, mais le mal était fait. Marc vint ensuite dans la cuisine et me serra dans ses bras, s'excusant pour les paroles de sa mère. Mais je vis quelque chose changer dans ses yeux ce jour-là. Une nouvelle compréhension de la façon dont je serais toujours mal accueillie dans son cercle familial. Le moment qui a tout changé est arrivé 3 mois avant la mort de Marc. Nous avions assisté au mariage de son cousin, un autre rassemblement de la famille Dubois où je jouais mon rôle habituel d'étrangère polie. Pendant la réception, je m'excusai pour aller aux toilettes et revins pour trouver la famille en pleine conversation sur la planification successorale. Quand Marc partira, la propriété reviendra à la famille, n'est-ce pas ? Thierry demandait à son père. Je veux dire, elle n'a droit à rien à long terme, n'est-ce pas ? Ne sois pas ridicule, répondit Raymond, sa voix basse mais claire. Les épouses obtiennent des droits temporaires, mais la propriété familiale revient toujours au sang. C'est comme ça depuis des générations. Camille obtiendra ce que Marc lui laissera en effet personnel, mais la maison, les terres, la clinique, tout cela revient là où il faut. Gérard hocha la tête avec approbation. Bien. J'avais peur que nous ayons des complications légales avec elle. La seule complication, ajouta Patricia avec venin dans la voix, est de la faire partir pacifiquement le moment venu. Vous savez comment sont ces types quand l'argent est en jeu, le cousin de Marc, Philippe, intervint. Peut-être qu'elle se remariera rapidement et passera à autre chose. Problème résolu. La façon désinvolte dont il discutait de mon futur veuvage, comme si la mort de Marc était une inévitabilité qu'il planifiait déjà, me glaça le sang. Mais ce qui me choqua le plus fut leur certitude absolue que je n'avais aucune revendication légitime sur la vie que Marc et moi avions construite ensemble. Je me faufilai de nouveau dans la salle de bain et y restai jusqu'à ce que mes mains arrêtent de trembler. Quand je suis finalement retournée à la réception, j'ai trouvé Marc en train de discuter avec son vieil oncle de nouvelles techniques chirurgicales pour traiter les animaux sauvages blessés. Son visage s'éclaira quand il me vit, et il m'entraîna immédiatement dans la conversation. Oncle Henri me parlait justement de l'aigle qu'ils ont amené la semaine dernière, dit Marc, les yeux brillants d'intérêt professionnel. Camille, tu te souviens de ce cas où le patient avait une blessure similaire à l'aile ? En les écoutant discuter des détails complexes de la réhabilitation de la faune, j'ai réalisé à quel point la famille de Marc le comprenait mal. Ils ne voyaient que le vétérinaire prospère qui hériterait de la propriété familiale. Ils ont complètement manqué l'homme qui restait éveillé toute la nuit pour soigner les animaux blessés, qui donnait ses services au refuge local pour la faune, qui choisissait l'amour plutôt que leur définition étroite du statut social. Cette nuit-là, alors que nous rentrions chez nous, je pris une décision qui s'avérerait cruciale dans les mois à venir. Marc, dis-je prudemment, j'ai entendu ta famille parler de plans successoraux ce soir. Il me jeta un coup d'œil, son expression devenant immédiatement sérieuse. Qu'ont-ils dit ? Il semblait très confiant quant à ce qui arrive à notre propriété si quelque chose t'arrive. Marc resta silencieux un long moment. Puis il tendit la main et prit la mienne. Camille, je dois te dire quelque chose.
J'ai repoussé certaines questions juridiques importantes, mais je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation sérieuse sur notre avenir. Cette conversation allait tout changer. La conversation de cette nuit-là révéla un côté de Marc que je n'avais jamais vraiment compris. Alors que nous étions assis dans notre cuisine, il se versa un verre de vin et prit une profonde inspiration. « Je sais depuis des années ce que ma famille ressent pour toi », commença-t-il, sa voix lourde de tristesse. « J'espérais qu'il changerait, qu'il verrait ce que je vois en toi. Mais après ce soir, j'ai réalisé qu'il ne le ferait jamais. »« Marc, tu n'as pas à, si, je dois, » m'interrompit-il doucement. « Camille, ma famille planifie ton départ depuis le jour de notre mariage. Ils se sont convaincus que tu es temporaire, que tu disparaîtras d'une manière ou d'une autre quand cela leur conviendra. » Il se leva et marcha vers la fenêtre, regardant le jardin que nous avions planté ensemble. Ils opèrent sous une notion archaïque selon laquelle la propriété familiale revient automatiquement aux parents de sang quand je meurs. Ils n'ont aucune idée du fonctionnement réel du droit successoral, et ils n'ont jamais pris la peine de poser des questions sur mon testament. Mon cœur commença à s'emballer. « Tu as un testament ?» Marc se tourna vers moi et je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans ses yeux. Une détermination d'acier qui me rappela qu'il était, après tout, un Dubois. « J'ai un testament depuis la semaine après notre mariage. Mais il y a 3 mois, après cette conversation avec mon cousin à propos de son prochain mariage, j'ai décidé qu'il n'était pas assez complet. » Il se dirigea vers son bureau et revint avec un dossier épais de documents juridiques. « J'ai travaillé avec Maître Perrier en ville. Tu te souviens de lui ? Il s'est occupé du divorce des Mercier l'année dernière. » J'acquiesçai, me souvenant de l'éminent avocat spécialisé en succession qui avait aidé nos voisins dans un litige immobilier compliqué. « Maître Perrier m'a aidé à comprendre quelque chose d'important, » continua Marc. « Les hypothèses de ma famille sur l'héritage ne sont pas seulement fausses, elles sont légalement insignifiantes. Lorsque nous nous sommes mariés, j'ai immédiatement changé tous les titres de propriété en propriété conjointe avec droit de survie. Cela signifie que tout te revient automatiquement si je meurs en premier. » Le poids de ce qu'il disait commença à me pénétrer. « Mais Marc, ta famille ne sait pas ça. Ils n'en ont aucune idée. Et ce n'est pas tout. » Il ouvrit le dossier et étala plusieurs documents sur notre table de cuisine. « J'ai rédigé un testament complet qui te laisse tout. La maison, la clinique vétérinaire, tous les comptes bancaires, les investissements, tout. Plus important encore, j'ai inclus un langage spécifique sur la raison pour laquelle je prends ces décisions. » Il me tendit une lettre écrite de sa main soignée. En la lisant, les larmes commencèrent à me monter aux yeux. « À ma famille », commençait la lettre. « Si vous lisez ceci, cela signifie que je ne suis plus là pour protéger Camille de votre cruauté. Pendant 8 ans, je vous ai vu traiter ma femme comme une étrangère, quelqu'un d'indigne du respect le plus élémentaire, sans parler de l'amour. Vous avez clairement indiqué que vous la considérez comme temporaire, un problème à résoudre plutôt qu'un membre de la famille à chérir. » La lettre continuait sur 2 pages entières, détaillant des exemples spécifiques de leur comportement, leurs hypothèses sur les droits de propriété et leurs discussions désinvoltes sur l'avenir de Camille. Marc avait été attentif à tout. « J'ai fait témoigner Maître Perrier et tout faire notarier », expliqua Marc. « Je lui ai également fait créer des copies de sauvegarde qui seront conservées à son bureau. S'il m'arrive quelque chose, il a des instructions pour te contacter immédiatement. » Je levai les yeux de la lettre, submergé par la minutie de sa planification. « Marc, c'est incroyable, mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Son expression devint triste. « Parce que j'espérais ne jamais avoir besoin de l'utiliser. Je n'arrêtais pas de penser que je pourrais peut-être les faire changer d'avis. Peut-être que je pourrais leur faire voir à quel point ils se sont trompés. Mais après les avoir écoutés planifier ton départ comme si tu étais une sorte de squatteuse, j'ai réalisé qu'ils ne changeraient jamais. Alors, que se passe-t-il maintenant ? » Marc tendit la main sur la table et prit les miennes. « Maintenant, nous continuons à vivre nos vies, à nous aimer et à construire notre avenir ensemble. Mais s'il m'arrive quelque chose, tu seras protégé. Ils ne pourront pas t'intimider ou voler ce que nous avons construit ensemble. Mais qu'en est-il de la clinique vétérinaire ? Ta famille s'attendra. La clinique est à moi,
Camille. J'ai racheté la part de mon père il y a 3 ans avec mon propre argent. Il aime agir comme s'il en possédait encore une partie, mais légalement, elle est entièrement à moi, et maintenant elle est entièrement à nous. 6 semaines plus tard, Marc fut diagnostiqué d'un cancer du pancréas de stade 4. Le diagnostic est tombé après ce qu'il pensait être une simple indigestion persistante due à trop d'appels d'urgence tard le soir à la clinique. Au moment où nous l'avons découvert, la maladie s'était déjà propagée dans tout son abdomen. « Combien de temps ?» demandai-je au docteur Leblanc, ma voix à peine un murmure. « 6 mois, peut-être 8 si nous sommes agressifs avec le traitement, » répondit-elle doucement. « Je suis désolée, Camille. J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles. » Marc a appris la nouvelle avec un calme caractéristique, passant immédiatement en mode planification. Ce soir-là, alors que nous digérions le diagnostic dévastateur, il a appelé Maître Perrier. « Maître, c'est Marc Dubois. Nous devons accélérer ces documents successoraux dont nous avons discuté. » « Oui, c'est urgent. » Au cours des 2 semaines suivantes, tandis que Marc commençait la chimiothérapie, nous avons passé nos soirées à mettre à jour et à finaliser son testament. Maître Perrier est venu à notre maison 3 fois, apportant des documents supplémentaires et s'assurant que chaque détail était correctement documenté. « Marc, je souhaite ajouter une disposition supplémentaire, » suggéra Maître Perrier lors de sa dernière visite. « Compte tenu de ce que vous m'avez dit sur le comportement de votre famille, je recommande d'inclure une clause de non-contestation. Si quelqu'un conteste ce testament, il perdra tout héritage potentiel. »« Faites-le, » répondit Marc sans hésitation. « Je veux que Camille soit protégée de tout harcèlement juridique après mon départ. » Alors que l'état de Marc se détériorait, le comportement de sa famille devint encore plus révélateur. Ils rendaient visite fréquemment, mais leur conversation se concentrait presque entièrement sur les affaires et les projets futurs pour la propriété. Je les remarquais faire l'inventaire des objets de valeur, discuter des meubles qui étaient des pièces originales du bois, et faire des suppositions sur ce qui se passerait après la mort de Marc. « Camille, ma chère, » dit Patricia un après-midi pendant que Marc faisait la sieste. « As-tu réfléchi à l'endroit où tu vivras après ? » « Eh bien, après ? C'est ma maison, Patricia. Je compte rester ici. » Elle échangea un regard avec Raymond. « Bien sûr, temporairement, mais à long terme, tu voudras trouver quelque chose de plus approprié pour une femme seule. Cette maison est vraiment trop grande pour une personne. De plus, l'entretien est coûteux, » ajouta Raymond. « La propriété familiale nécessite des ressources familiales pour être correctement entretenue. » Je me mordis la langue, me souvenant des mots de Marc sur le fait de ne pas révéler nos préparatifs juridiques. Mais leur présomption était exaspérante. Ils redistribuaient déjà mentalement notre vie ensemble, me traitant comme une gardienne temporaire dont les services ne seraient plus nécessaires. La pire conversation eut lieu 2 jours avant la mort de Marc. Gérard et Thierry vinrent ostensiblement rendre visite à leur frère, mais je les entendis dans le couloir faire des plans. « Papa veut commencer à sortir certaines pièces de valeur avant l'enterrement, » murmura Gérard. « Il craint que Camille ne tente de les réclamer. »« Bonne idée, » répondit Thierry. « Nous devrions probablement changer les serrures aussi, juste pour éviter toute complication. Qu'en est-il de la clinique vétérinaire ? Devons-nous informer ces patients de la transition ? Papa a déjà contacté ce nouveau vétérinaire à Tours. Le docteur Martin est intéressé par la reprise de la clientèle. » Je restais figé devant la chambre de Marc, les écoutant planifier le démantèlement de notre vie alors que mon mari gisait mourant à quelques mètres de là. Il n'avait aucune idée que chaque mot qu'il prononçait validait davantage la décision de Marc de me protéger légalement. Cette nuit-là, j'ai raconté à Marc ce que j'avais entendu. Il était affaibli par les analgésiques, mais ses yeux brillaient toujours de colère. « Ils sont déjà en train de diviser notre vie ? » demanda-t-il, sa voix à peine audible. « J'en ai bien peur. » Marc ferma les yeux un instant, puis me regarda avec détermination. « Camille, promets-moi quelque chose. Quand ils viendront, et ils viendront, ne les laisse pas t'intimider. Tu as tous les droits légaux sur tout ce que nous avons construit ensemble. Maître Perrier a tous les documents, et il sait exactement quoi faire. »« Je promets, » murmurai-je en lui tenant la main. « Et ne te sens pas coupable de les combattre.
Ils ont fait leur choix sur la façon de te traiter. Maintenant, ils vivront avec les conséquences. Marc est décédé un mardi matin d'octobre, entouré de la lumière dorée filtrant à travers les fenêtres de notre chambre. Je lui tenais la main alors qu'il rendait son dernier souffle, lui murmurant combien je l'aimais et combien j'étais reconnaissante pour la vie que nous avions partagée. Les funérailles ont eu lieu 2 jours plus tard à l'église Saint-Denis, où nous nous étions mariés 8 ans plus tôt. La famille Dubois a pris en charge les arrangements, me mettant de côté alors qu'ils planifiaient ce qu'ils considéraient approprié pour leur fils. Je les ai laissés gérer les détails, sachant que bientôt leur présomption les rattraperait. Camille, ma chère, tu t'assiéras au 2e rang, m'informa Patricia le matin du service. La famille s'assoit au 1er rang. J'acquiesçai silencieusement, choisissant de ne pas souligner que j'étais sa femme et donc sa famille la plus proche. Leur comportement me fournissait encore plus de preuves de leur mépris total pour ma place dans la vie de Marc. Après le service, Raymond me tira à part au cimetière. Nous te donnerons quelques jours pour faire ton deuil, Camille, mais ensuite nous devrons discuter de questions pratiques. La maison devra être vidée, et nous aurons besoin de temps pour la préparer pour la famille de Gérard. La famille de Gérard ? Il voulait revenir à Tours, expliqua Raymond d'un ton neutre. La maison est parfaite pour eux, et cela maintient la propriété et la famille là où elles doivent être. Je le regardai, stupéfaite par son audace. Raymond, cette maison est ma maison. Était ta maison, corrigea-t-il. Tu étais la femme de Marc, et nous te sommes reconnaissants des soins que tu lui as prodigués. Mais maintenant, il est temps que la propriété familiale revienne à la famille. Je suis de la famille. L'expression de Raymond se durcit. Tu n'es pas du même sang, Camille. Il y a une différence. Cette nuit-là, je suis restée chez ma sœur Nathalie à jouer les tours, ayant besoin d'espace pour gérer mon chagrin sans le stress supplémentaire des attentes de la famille Dubois. Nathalie, qui n'avait jamais aimé la famille de Marc, était furieuse quand je lui ai parlé de leur plan. « Ils ne peuvent pas simplement te jeter de ta propre maison », s'exclama-t-elle. « Tu étais mariée à Marc pendant 8 ans. » Ils semblent très confiants quant à leur position juridique, répondis-je calmement. Eh bien, ils ont tort. Tu dois appeler un avocat immédiatement. Je souris tristement à l'indignation de ma sœur. En fait, Nathalie, Marc s'en est déjà occupé. Le lendemain matin, je suis retournée à Tours, prévoyant de passer la journée à la maison, à rassembler mes pensées et à commencer à trier les affaires de Marc. Mais en tournant dans notre rue, j'ai vu le camion de Raymond garé dans notre allée, à côté de la camionnette de Gérard. Je suis restée dans ma voiture un instant, observant à travers les fenêtres avant des silhouettes se déplacer à l'intérieur de ma maison. Ils n'attendaient pas de permission ou de discussion. Ils prenaient simplement ce qu'ils croyaient être légitimement à eux. J'ai sorti mon téléphone et composé le bureau de Maître Perrier. Maître, c'est Camille Dubois. Ils sont à la maison maintenant et déménagent des choses. Êtes-vous là? Je suis assise dans ma voiture dehors. Ils ne savent pas encore que je suis ici. Parfait. N'entrez pas seul. Je serai là dans 20 minutes avec des copies de tous les documents. Vous souvenez-vous de ce que Marc vous a dit de faire? Laissez-les creuser leur trou plus profondément, répondis-je, me rappelant les mots exacts de Marc. Exactement. Plus ils seront présomptueux, plus il deviendra clair que Marc avait raison de vous protéger légalement. En attendant l'arrivée de Maître Perrier, j'ai observé Raymond diriger ses fils comme s'il supervisait un projet de construction. Il chargeait la chaise à bascule de ma grand-mère dans la camionnette de Gérard, la chaise que j'avais héritée du côté de la famille de ma mère. C'est à ce moment-là que j'ai su que le temps de la politesse était terminé. Je suis sortie de ma voiture et j'ai marché vers la maison, prête à faire face à ce qui allait suivre. Je me tenais dans l'embrasure de ma propre maison, regardant Raymond orchestrer le déménagement de ma vie avec une précision militaire. Gérard emballait la porcelaine de ma grand-mère dans du papier journal tandis que Thierry chargeait le fauteuil de lecture préféré de Marc sur leur camion. « Tu es de retour plus tôt que prévu », dit Raymond quand il me remarqua, n'ayant même pas la décence d'avoir l'air gêné d'être pris en train de piller ma maison. « Nous pensions que tu voudrais peut-être rester absente quelques jours de plus pendant que nous gérons la transition. » La transition, demandai-je doucement. Préparer la maison pour la famille de Gérard.
Ne t'inquiète pas, nous emballerons tes effets personnels séparément. Tu pourras les récupérer une fois que tu auras trouvé un autre endroit où vivre. Je le regardai un instant, émerveillé par son absolue certitude. Raymond, je dois te dire quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est, ma chère? Tu as oublié une chose cruciale. Son expression changea légèrement. Que veux-tu dire? Avant que je puisse répondre, la BMW argentée de Maître Perrier s'engagea dans l'allée. Le visage de Raymond pâlit en reconnaissant l'éminent avocat spécialisé en succession sortant de la voiture avec une mallette pleine de documents juridiques. Monsieur Dubois, appela Maître Perrier en s'approchant de la porte d'entrée. Je suis Maître Perrier, l'avocat de Marc. Je crois que nous devons avoir une conversation. Je ne comprends pas, balbutia Raymond. De quoi s'agit-il? Maître Perrier jeta un coup d'œil aux meubles chargés dans les camions, puis revint à Raymond avec un calme professionnel. Il s'agit du fait que vous êtes actuellement en train de retirer des biens appartenant à Camille Dubois, et vous devez arrêter immédiatement. Gérard laissa tomber la boîte qu'il portait. De quoi parlez-vous? C'est une propriété familiale. En fait, répondit Maître Perrier en ouvrant sa mallette. Légalement parlant, tout ce que vous avez touché aujourd'hui appartient à Camille. Marc a laissé un testament complet, et j'ai la documentation ici même. Thierry arrêta de charger le camion. Un testament? Mais la propriété familiale toujours. La propriété familiale suit la propriété légale, pas les hypothèses, interrompit Maître Perrier, et Marc a exprimé ses souhaits très clairement. Maître Perrier étala les documents juridiques sur notre table de cuisine pendant que les hommes du bois se rassemblaient, leurs expressions confiantes se transformant rapidement en confusion puis en colère. Ce testament daté d'il y a 6 mois et dûment attesté laisse tout à Camille Dubois, expliqua Maître Perrier méthodiquement. La maison, la clinique vétérinaire, tous les comptes bancaires, les investissements et les biens personnels. Tout. Le visage de Raymond devint rouge. C'est impossible. La propriété familiale a été transmise de génération en génération. On ne peut pas simplement la donner à des étrangers. Monsieur Dubois, votre fils possédait cette propriété en pleine propriété. Il pouvait la léguer à qui il voulait, et il a choisi sa femme. Mais elle n'est pas de la famille par le sang. Protesta Patricia. Maître Perrier sortit un autre document. En fait, en droit français, les conjoints ont des droits successoraux automatiques qui l'emportent sur toute tradition familiale. Mais plus important encore, Marc a également modifié tous les titres de propriété en propriété conjointe avec droit de survie. Même sans testament, tout serait allé automatiquement à Camille. Gérard sembla abasourdi. Vous voulez dire que nous n'avons aucune revendication sur tout cela? Aucune. En fait, en retirant des biens sans permission, vous commettez techniquement un vol. La pièce devint silencieuse, à l'exception du bruit de la respiration saccadée de Patricia. Raymond s'effondra sur une chaise, le poids de sa méprise le frappant enfin. Il y a plus, continua Maître Perrier, sortant la lettre de Marc. Marc a également laissé des instructions détaillées sur les raisons pour lesquelles il a pris ses décisions. Il commença à lire à haute voix. À ma famille, si vous lisez ceci, cela signifie que je ne suis plus là pour protéger Camille de votre cruauté. Pendant 8 ans, je vous ai vu traiter ma femme comme une étrangère. Alors que Maître Perrier lisait les mots de Marc, documentant des années de mauvais traitements subtils et pas si subtils, les visages de la famille Dubois devinrent livides. Marc avait prêté attention à tout, chaque mépris, chaque commentaire dédaigneux, chaque supposition que Camille était temporaire. De plus, continua Maître Perrier, Marc a inclus une clause de non-contestation. Toute tentative de contester ce testament entraînera la perte de tout héritage potentiel. Raymond comprit enfin toute l'étendue de l'acte de protection finale de son fils. Dans les heures qui suivirent la révélation de Maître Perrier, la famille Dubois fut confrontée à l'effondrement complet de leurs hypothèses. Raymond fut contraint de restituer tous les objets qu'ils avaient enlevés, y compris le fauteuil de ma grand-mère qui avait en quelque sorte fini dans la camionnette de Gérard. Les serrures qu'ils avaient changées furent remplacées à leurs frais, et il leur fut interdit d'entrer dans la propriété sans mon autorisation explicite. La clinique vétérinaire que Raymond avait déjà promise au docteur Martin resta la mienne, à exploiter ou à vendre comme je le souhaitais.
Les terres familiales qu'ils considéraient comme leur droit d'aînesse étaient désormais définitivement hors de leur contrôle. Leurs sessions de planification informelle concernant mon départ devinrent la preuve de leur incompréhension totale de la réalité juridique et des vrais sentiments de Marc à leur égard. Les espoirs de Patricia de maintenir son statut social furent anéantis lorsque la nouvelle se répandit dans leur cercle social sur la façon dont ils avaient tenté de voler la veuve de leur fils décédé. Les plans de Gérard de déménager sa famille dans la maison familiale s'évaporèrent, le laissant expliquer à sa femme et à ses enfants pourquoi leur nouvelle maison promise n'était plus disponible. Les suppositions de Thierry quant à l'héritage d'une partie de la clinique vétérinaire lui coûtèrent le poste qu'il pensait garanti. Le plus dévastateur pour Raymond fut que le respect qu'il avait imposé en tant que patriarche de la famille Dubois disparut du jour au lendemain lorsque les gens apprirent à quel point son propre fils avait rejeté ses valeurs et protégé sa femme de la cruauté de la famille. L'homme qui avait passé des décennies à faire la leçon aux autres sur la loyauté familiale découvrit que le dernier acte de son fils était un rejet complet de tout ce que Raymond représentait. Alors que je me tenais dans ma cuisine ce soir-là, tenant la lettre de Marc et entouré des biens que sa famille avait essayé de voler, j'ai réalisé que le plus grand cadeau de mon mari n'était pas la maison ou l'argent. C'était la validation que notre amour avait été réel, que j'avais été digne de protection, et que parfois les personnes les plus calmes mènent les batailles les plus difficiles pour ceux qu'elles aiment. La vengeance était complète, non pas parce que je l'avais planifiée, mais parce que Marc avait vu la vraie nature de sa famille des années avant moi, et avait tranquillement, méthodiquement, construit des murs autour de notre amour qu'il ne pourrait jamais franchir.